Le lundi 13 mars 1564, en début d'après-midi, un immense, que dis-je, un interminable cortège se tient au départ devant le château de Fontainebleau. À sa tête, le jeune roi de France, Charles IX, ainsi que sa mère, Catherine de Médicis. Ils sont accompagnés d'une centaine de gentilshommes de la maison du roi, ainsi que de 60 pages d'écurie, 12 pages d'honneur. Ensuite viennent le prévôt de l'hôtel, les maréchaux des logis, les médecins, les chirurgiens, les cuisiniers de la cour, des échansons, veneurs. Cette suite comprend notamment le chancelier de France, de même que le connétable Anne de Montmorency. Puis viennent les cardinaux de Bourbon ainsi que de Guise, ainsi que le prince de Condé, puis tous les autres princes du sang, les membres des conseils du roi, les ambassadeurs étrangers et la suite de chacun de ces grands personnages. Et tout au bout, fermant la marche, un groupe de 80 dames de compagnie. C'est le fameux escadron volant de Catherine de Médicis, suivi d'une infinité de bagages. Les domestiques portant meubles, tapisseries, coffres, tout ceci tiré par de lourds chevaux qui contiennent fourneaux, ustensiles de cuisine, toilettes d'apparat. En tout, c'est pas moins de 15 000 hommes et femmes qui ont été mobilisés pour ce grandiose événement. Pas moins de 8000 chevaux. Le cortège s'étend sur près de 25 km. Il faut 60 mulets rien que pour les meubles de la reine Catherine et 2 uniquement pour ses confitures et ses fruits. Bref, vous l'aurez compris, tout le fastueux décorum de la plus prestigieuse des cours d'Europe. Et tout ceci, s'il vous plaît, mobile. L'escadron volant est le nom qui sera donné aux jeunes femmes chargées de séduire et d'espionner les nobles princes du royaume. Ces beautés fatales maîtrisent l'art de l'empoisonnement comme nul autre. La reine Margot deviendra même l'une des membres les plus redoutables de ce groupe. Les princes savent que coucher avec l'une des protégées de Catherine, c'est la mort assurée. Mais beaucoup succomberont à cette envie, venant de demoiselles maîtrisant l'art de l'empoisonnement aussi bien que celui de la séduction. C'est 2 ans plus tôt, soit le 1er mars 1562, que se déclenchera la première altercation entre catholiques et protestants. Ces derniers se feront surprendre et seront sévèrement réprimandés. Leur crime, avoir pratiqué leur culte dans une grange située à l'intérieur de la ville. Résultat, 50 d'entre eux seront tués et 150 autres seront blessés. En représailles, les protestants, avec à leur tête le prince de Condé, prirent les armes toute une année durant. Ainsi, de nombreux combats ont vu s'affronter les 2 camps, ce qui sera malheureusement le déclencheur de la première guerre de religion, à savoir qu'il y en a encore 7 à venir. Le 19 mars 1563, soit 1 an avant le départ du cortège, Louis de Condé, chef à la tête de protestants, ainsi qu'Anne de Montmorency, connétable de France, vont signer un édit, le traité d'Amboise, qui mettra fin à cette guerre fratricide. L'objectif de ce tour du royaume voulu par Catherine de Médicis serait de faire appliquer l'édit d'Amboise partout. Depuis 47 ans, le royaume est loin d'être pacifié et certains parlements de différentes provinces, je pense à la ville de Toulouse notamment, ont refusé de ratifier ce traité. Rappelons-nous que lors des événements de la Saint-Barthélemy, qui n'aura lieu que 8 ans plus tard, cette même ville brûlera vif des protestants après les avoir lynchés en public. Ce Tour de France vise aussi à affirmer l'autorité d'un jeune roi de 13 ans, ayant maintenant l'âge de gouverner. Alors, après le départ de Fontainebleau, la cour prend maintenant la direction de la Champagne. Le 15 mars, le cortège fait son entrée à Sens, la première grande ville que visite Charles durant son tour de France. À chaque fois, la grande question du logement se pose. Pour trouver un logement, il faut que les princes se tiennent à 3 voire 4 lieues de distance les uns des autres. Quand même, il y aurait assez de place pour la cour, il n'y en aurait pas assez pour le reste du cortège. Puis le roi ainsi que sa cour pénètrent en Bourgogne. Là, il sera bien reçu par les Chalonnais qui lui offrent un accueil triomphal. Puis le cortège poursuit sa route jusqu'à Châlons en Champagne, puis viennent Langres-Dijon. Le roi fait son entrée dans la capitale épiscopale de la province de Bourgogne, Dijon, où Charles vient admirer les célèbres tombeaux des ducs de Bourgogne. Là, le 24 mai, le roi fait enregistrer l'édit de la paix d'Amboise, et ce, malgré les réticences du Parlement de Dijon. C'est seulement après avoir traversé la Saône en bateau que le roi est accueilli au château de Pagny. De là, il s'embarque sur des barges apprêtées par la ville de Lyon, de quoi pouvoir traverser la Saône. Ainsi, il traverse la Saône avec un petit groupe de musiciens. Tout cela revêt d'un petit air de fête. On quitte Mâcon, où Jeanne d'Albret, reine de Navarre et mère d'Henri IV, va les rejoindre.
Elle est accompagnée de ses 8 pasteurs protestants ainsi que de ses 200 gardes. Tous sont habillés de noir, ce qui tranche avec les ors ainsi que les couleurs de la cour. Et chez elle, au Béarn protestant, chants, théâtre, mascarades sont interdits. Sa rigueur pèse tellement qu'on lui demande de quitter le convoi à Vendôme. Daysan, elle plombe l'ambiance. Puis après Mâcon, le convoi se dirige vers Lyon ainsi que la vallée du Rhône, où ils y resteront 74 jours. Lyon a payé un lourd tribut à la lutte entre catholiques et protestants. Charles est donc là pour prôner la réconciliation. Après Anjou, Valence, Romance, puis Montélimar, vient le 21 septembre. Charles s'arrête une dernière fois dans le Dauphiné à Suse, dîne et dort dans le château de Suse-la-Rousse, puis à Châteauneuf, puis vient le comtat vénessin. C'est la seconde fois que le roi et sa suite quittent le royaume après le duché de Lorraine. Il marque une halte à Bolène, traverse Mondragon, puis Mornas, puis se rend à Orange, puis séjourne à Pont-de-Sorgue, aujourd'hui Sorgue. Il est maintenant venu le moment d'entrer à Avignon. L'impressionnante cour de France fait ainsi connaissance avec la Provence. Le roi y fait donc son entrée avec le cardinal et légat pontifical. La cour admire le palais des papes. Ils y resteront 21 jours. Nous arrivons à Salon de Crau, aujourd'hui Salon de Provence. Catherine de Médicis était très impatiente de rencontrer celui dont on dit de lui qu'il était le plus grand mage de son temps, le fameux Nostradamus. Lui qui avait si bien, dans un quatrain prophétique, prédit la mort de son époux défunt, le roi Henri II. Alors, non seulement Nostradamus rencontre le roi, mais aussi tous les princes de la suite. À cette occasion, la reine-mère le nomme médecin ainsi que conseiller du roi. Seulement, il dit du roi Charles IX, « Oh, mais qu'il vivra très vieux. Oh, il vivra au moins 9 décennies, 90 ans. » La vérité est que le roi mourra à 23 ans. Puis nous arrivons à Aix, Aix-en-Provence, ville archiépiscopale, capitale de la province de Provence. Alors que la ville est en révolte contre le gouverneur de Provence, jugé par la population comme trop tolérant avec les protestants, il va au Parlement le 23 octobre et fait abattre le pain d'aiguille. Ce pain où les catholiques avaient pendu de nombreux protestants les années précédentes. Puis viennent Saint-Maximin, Bruyères, Sainte-Baume. Après avoir franchi des hautes et fâcheuses montagnes, le cortège arrive à Brignoles. Charles et Catherine vont rester plus longtemps que prévu dans cette province qui leur plaît. Le mois d'octobre y est doux et ensoleillé. À Cuers, le roi apprécie les jeunes filles qui dansent vêtues de taffetas vert et blanc, dansant devant lui la volte et la martingale. Il se délecte des oranges de la région. Il effectue des promenades en mer parce que ça y est, on y est. On est sur la côte. Charles dîne au fort de Brégançon. Le 6 novembre, le roi fait son entrée dans la ville de Marseille. Avec les compagnies de la ville en armes, cette fois-ci, il est acclamé. Le roi souhaitant dîner au château d'If, ne pouvant accoster sur l'île du fait de la houle, il se contentera dès lors de dîner sur son bateau. Puis viendra la traversée de Marignane, Martigues. Le 12 décembre, le cortège traverse Nîmes, alors un bastion protestant. L'accueil est beaucoup plus mitigé, même houleux à travers certains quartiers. Puis le roi séjournera par la suite au château de Tarascon. Puis viendra Aigues-Mortes, ville fortifiée, entourée de marécages. Le cortège arrive à Arles, mais la ville subit des inondations. Et là encore, la cour est obligée d'écourter son séjour. Et puis d'ailleurs, les dépenses ont dépassé les prévisions, et ce Tour de France devient un véritable gouffre. Catherine songe à lever de nouvelles taxes afin de combler ce réel manque à gagner. Au début du mois de décembre, Charles découvre le pont du Gard. À Montpellier également, l'accueil y a été glacial. En ce début d'année 1565, la neige abondante retarde l'avancée du cortège. À Carcassonne, la suite royale est bloquée durant 14 jours. À Toulouse, nouvel incident, le cortège restera bloqué durant 46 jours dans la ville rose. À l'approche de Montauban, autre bastion protestant, évidemment Charles exige la démolition des fortifications de la ville. Oui, car celle-ci avait résisté à 3 sièges de l'armée royale. Puis viennent les villes de Moissac, Agen, Marmande, puis enfin Bordeaux, où le roi séjournera au château de Thouars, puis prend la direction d'Angoulême. Angoulême, avant quoi le roi séjournera au château de Nérac, puis à celui de Rochebeaucourt, puis au château de Bidache. Au cours de son séjour à Bayonne, après avoir traversé à nouveau de hauts cols et fâcheuses montagnes, le roi Charles va toucher les écrouelles. C'est le roi de France, il est censé guérir des écrouelles. Il touche des malades espagnols qui sont des milliers à avoir traversé la frontière.
Puis ce roi guérisseur va quitter Bayonne pour reprendre son tour de France. La chaleur devient écrasante en ce moment de l'été, alors qu'il séjourne à Mont-de-Marsan. Charles ainsi que toute la cour vont devoir supporter cette chaleur accablante alors que l'on arrive à Cognac. Cognac, la ville natale de François Ier, qui est le grand-père du roi. Il séjournera dans le château de Cognac, puis la nuit suivante dans le château de Brézé, le château de Brissac, le château Briand, puis le château de Durtal. Puis on arrive à Marennes et le roi dîne et dort au château de Rochefaton, puis au château d'Oiron. Du 13 au 18 septembre, le cortège arrive dans les faubourgs de La Rochelle, où l'accueil y est très hostile. Ai-je besoin de vous rappeler qu'il s'agit là d'une grande cité protestante? Il y est accueilli par le maire, les échevins, les différents corps religieux, ainsi que les milices communales. Charles IX ne cache pas sa froideur envers les responsables de la ville, oui, car il a été informé du peu d'empressement de certaines communautés protestantes à rendre les églises au culte catholique. En octobre, ce Tour de France passe par Nantes, Châteaubriand, et en novembre par Angers. Charles dîne et dort dans le château de Langeais, ainsi que celui de Chenonceau, appartenant à sa mère. Puis viennent les visites des châteaux d'Amboise, puis du château de Blois. Blois où de nombreux chefs protestants s'y trouvent, et Catherine a peur que l'on enlève son fils. Elle décide donc de quitter la région et part pour Tours, puis le Bourbonnais. Le 20 décembre 1565, Charles arrive à Moulins, la capitale des Bourbons. C'est la plus longue halte de ce Tour de France, car la cour va y rester 91 jours. Catherine va réconcilier le catholique Henri de Guise avec l'amiral Gaspard de Coligny. Le roi oblige le duc Henri de Guise ainsi que l'amiral de Coligny à s'embrasser. C'est également à Moulins que sera signée une ordonnance qui va diminuer les pouvoirs du Parlement ainsi que des gouverneurs. Il s'agit pourtant là du pouvoir royal. Et Moulins, c'est la dernière grande étape de ce Tour de France. Le roi et la cour vont ensuite traverser beaucoup plus vite. Vichy, Clermont, Bourges. Une partie de l'île de France pour rejoindre Paris le 1er mai 1566. Après 2 ans, 3 mois ainsi que 6 jours, 1000 lieues soit 4000 de nos kilomètres parcourus, 108 entrées royales, imaginez l'importance de cette expédition. Le déploiement de force et d'énergie que tous les protagonistes ont dû endurer. La cour n'est certes pas allée à Rennes ni elle a pénétré la Normandie. Néanmoins, Catherine l'avait visité l'année précédente. Ce Tour de France aura occasionné des dépenses absolument colossales. Et ça, à la charge des villes les ayant accueillis. D'ailleurs, certaines de ces villes mettront plus de 40 ans à rembourser les sommes leur étant imputées.